Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Ellings. Bonjour. Bonjour. Député fédéral écolo. Et puis, depuis quelques jours, on sait que vous serez le prochain tête de liste au communal pour écolo à la ville de Bruxelles. Alors d'abord, expliquez-nous ça. Vous êtes député fédéral, vous aviez l'air quand même assez éloigné de ce qui se passait à Bruxelles. Et là, est-ce que c'est un parachutage ou ça fait très longtemps que vous êtes à la section en fait? Ça fait en fait depuis 2001 que je suis militant dans cette section. Je suis dans la politique fédérale que depuis 2009. Mais j'y ai beaucoup d'amis et j'ai beaucoup participé, mais c'est vrai dans les coulisses et comme simple militant au travail de la section locale de la ville de Bruxelles. Mais comme vous savez, notre section locale a fait la une de l'actualité ces dernières semaines. Oui. Et donc je pense qu'au moment où il a fallu choisir les 5 premières personnes qui vont incarner le projet Nos idées pour Bruxelles pour 2018, ça a été fait selon un mode ultra-démocratique. C'est une élection où il n'y avait pas de candidat. Donc les membres, les militants de la locale de Bruxelles ont désigné... Vous n'étiez pas candidat alors? Personne. Personne n'était candidat. Et c'est avec un bulletin et une discussion démocratique où quasiment au consensus sont parvenus ces 5 candidats. Donc moi, mais il y a aussi Zoubida Gelab qui est deuxième et c'est apparu assez naturellement. Lisbeth Temmerman, Arno Pinksteren et Diane Ochapt qui aujourd'hui forment la tête de liste. Mais nous allons devoir encore constituer la liste de la même façon, tout aussi démocratique dans les semaines qui viennent. Alors, c'est quand même une section un peu particulière, la ville de Bruxelles. Donc, il y a eu évidemment les derniers événements avec Marine Nagy, mais ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes dans la section de la ville de Bruxelles. Là, je vais vous montrer 3 visages qui sont passés par cette section-là. Il y a d'abord, évidemment, Henri Simons, qui était un écolo qui a changé de couleur de lunettes. Voilà, et il est passé au PS. Puis Michael François, qui lui, plus récemment, a quitté. Et enfin, Marine Nagy, qui, elle... normalement, le 19 mai, va même se faire carrément exclure des colos. Ça, je n'en sais rien. En tout cas, elle est déjà mise de côté dans votre section en tant que chef de file au conseil communal. Comment expliquer cette tension dans cette section de la ville de Bruxelles? Qu'est-ce qui se passe chez Écolo à Bruxelles? Alors, vous parlez d'une histoire qui date d'il y a 11 ans. Henri Simons, c'est une vieille histoire. Je pense que nous sommes un parti dans une ville qui est une ville avec beaucoup d'enjeux de pouvoir, beaucoup d'enjeux symboliques, beaucoup d'enjeux de mobilité, beaucoup d'enjeux d'environnement. Et cette ville, je pense, donne beaucoup d'appétit. Et aussi beaucoup d'appétit pour les égos. Et dans notre local, il y a eu beaucoup d'égos. Et l'enjeu... Donc c'est une histoire d'égos? Pour certains, oui, pour certains d'autres. Vous savez, l'enjeu de la politique, c'est de porter un projet politique. Et le porter, on ne le porte jamais seul. On est une équipe. Et si vous n'arrivez pas à construire autour de vous, quand vous êtes le chef de file de l'équipe, du consensus, alors vous n'arriverez pas à faire valoir le projet politique. Et je pense que c'est le cas de certaines personnes que vous avez citées. Il y avait un vrai problème humain depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années en fait. Et à un moment, il fallait pouvoir se remettre autour de la table, choisir un nouveau mode de fonctionnement. Et c'est comme ça que la locale a choisi de me désigner tête de liste de façon démocratique. Mais vous savez, je veux dire, moi je suis là depuis 2001 au moins, même de 2000, et je suis toujours là, comme plein d'autres militants et plein d'autres candidats. Vous êtes resté parce qu'il y a moins de problèmes d'ego. Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez, ce qui est clair, c'est que Écolo à la ville de Bruxelles peut imposer son programme quand il a une équipe qui fonctionne. Et aujourd'hui, c'est le cas. Alors, passons à l'actualité fédérale, parce que pour l'instant, vous êtes encore député fédéral et vous vous y intéressez ô combien. Le plan sécuritaire qu'a sorti ce week-end le Conseil des ministres, je vais vous proposer de me dire ce que vous en pensez, mais je vais vous proposer 3 solutions. A, ces 28 mesures sont un danger pour nos libertés. B, c'est un plan rempli de mesures déjà prises. C, bravo. Alors, c'est quoi votre réponse? A. Donc le danger pour nos libertés. Oui, mais un danger pour l'efficacité aussi des mesures de sécurité. Je prends un exemple, les peines incompressibles, qui sont présentées comme de bon sens. Souvenez-vous des conclusions, en particulier des semi-conclusions de la commission d'enquête, ou souvenez-vous des histoires des djihadistes bruxellois ou français dont il a été question ces derniers mois.
On a vu, pour certains d'entre eux, une radicalisation en prison. Ça veut dire quoi? Que des petits détenus, des détenus qui ont commis des faits qui sont importants, graves, mais qui ne sont pas des terroristes, ont été mis en contact dans ces prisons avec des terroristes qui leur ont littéralement bousillé le cerveau et qui ont fait d'eux des djihadistes, qui ont fait d'eux des criminels, qui ont fait d'eux des terroristes. Et je pense qu'il faut retenir ça. C'est que la prison, ça doit être un moyen de punir quelqu'un qui a commis un acte en fonction de l'ampleur et de la force de cet acte, mais il y a aussi une dimension de pouvoir bien réintégrer cette personne dans la société et lui redonner une place. Si vous lui donnez une peine incompressible, vous allez probablement amplifier encore le phénomène de radicalisation, ce qui est contre-productif pour la société dans son ensemble, parce que des gens qui entrent comme des agneaux qui ont un peu péché, hein, pour prendre une métaphore religieuse, sortent comme des loups. Et je pense qu'il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de loups possible qui sortent de prison. Et voilà, donc un exemple. C'est un exemple, parce que dans ce plan, il y a d'autres choses. Oui, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a par exemple faire des cartes d'identité comme des passeports pour leur donner une plus grande sécurité, utiliser l'alcooloc pour ceux qui prennent trop d'alcool. Il y a aussi, je ne sais pas moi, les possibilités même de transactions entre un commerçant et son voleur. Enfin, il y a des choses aussi très pratiques qui vont toucher les gens. Il n'y a pas que des décisions qui touchent la justice, il y a aussi des choses de la vie de tous les jours. Par rapport à ça, c'est négatif aussi. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qui touche vraiment la sécurité des citoyens. Et aujourd'hui, je pense que des mesures symboliques, dont le gouvernement a visiblement besoin pour dire qu'il travaille, comme se réunir un dimanche, comme rappeler toute une série de mesures qu'il prend, c'est une chose. Mais ici, nous avons besoin de répondre aux vrais enjeux. La radicalisation dans les prisons est un vrai enjeu. Si nos prisons sont aujourd'hui des nids de terroristes, il faut pouvoir répondre à cet enjeu-là et de faire en sorte que, du coup, les personnes qui rentrent en prison sortent et se réintègrent et ne deviennent pas un danger pour nos concitoyens dans nos rues, dans nos quartiers demain. Alors, il y a aussi un autre gros problème, peut-être qu'il n'est pas assez présent selon vous dans ce plan, c'est le commerce des armes. Le commerce illégal des armes, en Belgique, on est vraiment une plaque tournante en la matière. C'est le point commun de tous les actes terroristes commis en France et en Belgique, c'est comment ces criminels sont parvenus à se fournir avec des armes de guerre. Et on voit aujourd'hui qu'en Belgique, il y a tout un no man's land, il y a tout un univers parallèle où vous pouvez vous procurer des armes. Et aujourd'hui, aucune des mesures prises par le gouvernement fédéral ne vise à encadrer ce commerce. Nous avons une proposition de loi qui était à la Chambre, qui était discutée depuis des mois. Nous encourageons les partis de la majorité à s'inspirer de ce projet pour faire en sorte de rendre le commerce des armes beaucoup plus difficile. Et donc, du coup, le travail criminel de ces terroristes impossible, voire difficile. Une autre chose, c'est le financement aussi du terrorisme. Et là, est-ce qu'il y a moyen de lutter? C'est pas dans le plan, mais c'est peut-être plus au niveau international, européen, qu'il faut prendre des dispositions. Alors aujourd'hui, la Belgique est active en Irak et en Syrie avec 6 F-16 qui bombardent Daesh, l'État islamique. Ça, c'est ce qu'ils font. Nous sommes très critiques par rapport à l'efficacité de cette mesure, mais aujourd'hui, on se rend compte, et nous en sommes rendus compte au niveau fédéral, il n'y a aucune mesure, et pas dans les nouvelles mesures non plus, qui vise à essayer de comprendre si des entreprises belges ont des rapports avec la Syrie et l'Irak et donc avec le groupe terroriste État islamique sur place. Parce que c'est important de pouvoir combattre militairement, physiquement sur le terrain, mais si on se rend compte que nos entreprises, sans forcément le vouloir, ont des liens avec des groupes terroristes, des groupes sur place en Irak et en Syrie, vous faites évidemment le contraire de ce qu'il faut faire. Et la Belgique aujourd'hui n'a pris aucune mesure de screening, par exemple, des entreprises belges actives en Irak et en Syrie. Donc vous pensez qu'il peut y avoir un cas belge, un peu comme le cas français avec Lafarge qui faisait des affaires avec Daesh? Alors, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui le font. J'ai posé la question au ministre des Affaires étrangères, j'ai posé la question au ministre des Finances, j'ai posé la question au ministre de l'Économie. Il n'y a pas de processus de screening des entreprises actives en Irak et en Syrie en Belgique. Belges actives en Irak et en Syrie, c'est très très dommageable parce qu'il faut pouvoir vérifier ça. Je ne dis pas qu'il y en a, mais en tout cas, il faut pouvoir mettre tout en œuvre pour vérifier qu'il n'y en ait pas.
Alors là, on parlait de commerce d'armes, on parlait de financement. On va parler de l'Arabie Saoudite, évidemment, puisque là aussi, c'est devenu le sujet de ces dernières semaines. Est-ce qu'il faut faire des affaires avec l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il faut exporter des armes? On se rend compte que nos exportations, c'est à peu près 1,7 milliard par an d'exportations vers l'Arabie Saoudite, dont assez peu en armes, en fait. C'est seulement un peu moins de 7 millions. Mais donc, ça veut dire que c'est un pays avec qui nous avons énormément de relations. Vous voulez qu'on arrête nos relations économiques avec eux? Il faut faire une pause, en tout cas. Et il faut vérifier ce qui se passe. On n'aurait jamais parlé de cette histoire d'Arabie Saoudite s'il n'y avait pas eu cette bourde diplomatique commise par Didier Reynders, notre ministre des Affaires étrangères, qui a prétendu qu'il regrettait le fait que l'Arabie Saoudite intègre un comité de défense des droits des femmes à l'ONU. Et on s'est rendu compte, par un mail que les Verts ont sorti, que le ministre des Affaires étrangères avait lui-même donné l'ordre aux diplomates en poste à New York de voter pour l'Arabie Saoudite et de le lui faire savoir. S'il n'y avait pas eu cette bourde diplomatique, il n'y aurait pas eu un écran de fumée qui a été avancé par Didier Reynders et de dire « Ah oui, mais alors moi je suis favorable personnellement à ce que nous suspendions, nous arrêtions les missions économiques en Arabie Saoudite et qu'on crée un embargo pour les armes ». Croyant par là essayer de rejeter la patate chaude de région. Nous, les écologistes, on a depuis 1 an presque déposé une résolution qui est en discussion depuis 5 fois, ce sera la 6e fois demain au Parlement fédéral, et qui demande un stop, en tout cas temporaire, des relations commerciales, le temps de vérifier quels sont nos liens économiques, diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Et que nous puissions vérifier quels sont les intérêts en jeu. Parce que c'est très bien de dire au roi d'Arabie Saoudite lui-même ou à toute une série d'officiels saoudiens que les droits des femmes, les droits des homosexuels, les droits des journalistes, les droits humains en général sont bafoués en Arabie Saoudite, et de l'autre, continuer à faire affaire avec ce même pays. Ce n'est pas très crédible d'un point de vue diplomatique. On doit être plus cohérent. On doit être cohérent. Et ce que demandent les écologistes, c'est d'être cohérent. Et la première étape pour établir cette cohérence, c'est de vérifier quelle est l'ampleur, en fait, des liens que la Belgique entretient. Au risque de perdre des emplois chez nous, à Bruxelles, en Belgique? Mais vous savez, le principal partenaire commercial de toutes nos entreprises, c'est l'Union européenne. Pour la Belgique, les entreprises bruxelloises, wallonnes ou flamandes, c'est globalement l'Union européenne. Alors, que des entreprises se spécialisent dans des marchés qui ne sont pas des marchés sûrs, comme l'Arabie Saoudite, comme par exemple l'Irak et la Syrie, pour prendre un exemple, ou d'autres, c'est leur choix stratégique, mais c'est un mauvais choix, parce que le commerce, c'est aussi un acte politique. Commercer avec quelqu'un, ça veut dire que vous le considérez comme votre égal. Et l'Arabie Saoudite est incontestablement un pays extrêmement problématique. Et on ne peut pas d'un côté pleurer parce que l'Arabie Saoudite est présente à l'ONU et va intégrer un comité de défense des droits des femmes alors qu'elle est notoirement un pays misogyne, et de l'autre continuer à lui vendre nos broles. Et pas seulement des armes, il y a beaucoup d'entreprises belges dans la construction, dans les ports, etc., qui sont actives là-bas. Merci Benoît Ellings, c'est Stéphanie Meyer qui présentera demain l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.